donc à Bessora, écrivaine, présidente du Conseil permanent des écrivains et du Syndicat national des auteurs et compositeurs, de prendre la parole en première. Alors, merci pour votre invitation. Je suis effectivement Bessora, auteure du livre, présidente du SNAC et du CPE, qui rassemble une quinzaine d'organisations d'auteurs du texte et de l'image. Donc, Covid-19, il n'y a pas si longtemps, on aurait pu croire que ce serait le titre d'un film catastrophe. Pandémie sur la planète, retour à des règles d'exception, votre maman qui est contaminée, qui est hospitalisée, qui tombe dans le coma sans que vous puissiez lui dire au revoir, qui s'en sort pas, qui se retrouve au cimetière sans que vous puissiez lui dire adieu. Et ça nous est arrivé pour de vrai. Donc, AstraZeneca est arrivé, et puis les autres vaccins. On espère que le dénouement sera heureux, mais on restera sans doute tous collectivement marqués, voire traumatisés par cette saloperie. Alors, pour les auteurs du livre, ce film catastrophe a encore exacerbé une précarisation qui, dans nos métiers, est structurelle. Elle est assez largement documentée par des études statistiques. Par exemple, on sait que sur 100 000 auteurs du livre, 8% d'entre eux reçoivent des revenus artistiques qui sont inférieurs au SMIC. Alors là non plus, ce n'est pas un film, même si on pourrait se croire cette fois-ci dans une comédie dramatique. Donc il y a la Covid et vos publications sont retardées ou annulées. Vos rencontres, vos ateliers, vos résidences d'écriture ou vos séances de signature en festival sont annulées. Vos livres font rarement partie des quelques titres sur lesquels les lecteurs se concentrent, en particulier en période de Covid. Mais joie, vous apprenez que l'État met en place un fonds de solidarité nationale pour tout le monde. Hélas, vous découvrez bientôt que vous n'êtes pas tout le monde parce qu'on a oublié la fameuse case auteur dans le formulaire de demande d'aide. Alors là, vous vous demandez comment est-ce que l'État a pu vous oublier, lui qui s'enorgueillit légitimement d'être la patrie des arts, qui s'enorgueillit légitimement de son exception culturelle et de sa diversité culturelle. Et on se demande comment sa gueule d'écrivain, qui est si valorisée par les institutions, a pu encore une fois devenir quasiment invisible. Donc heureusement, de haute lutte, les organisations professionnelles ont réussi à obtenir réparation de cette omission. Venons-en peut-être aux oublis qui demeurent. Donc bienvenue à l'URSSAF, ça pourrait être le titre d'une série en au moins 2 épisodes d'une quinzaine deux saisons d'une quinzaine d'épisodes chacun. Donc à la saison 1, épisode 1, vous avez Honoré, qui est écrivain, qui n'a pas reçu son code d'activation sur le site URSSAF dédié aux auteurs. Il appelle. Au bout du 32e essai, il a quelqu'un au bout du fil. C'est une interlocutrice qui est paniquée, qui est débordée, qui est complètement dépassée, qui lui répond et qui lui dit revérifiez dans votre boîte aux lettres. À la fin de la 2e saison, Honoré, qui est toujours écrivain, n'a toujours pas reçu son code d'activation. Il le sait, il suffirait de vérifier dans sa boîte aux lettres, mais c'est trop tard. Les délais de sa déclaration URSSAF 2019 sont dépassés. Lui, il est fatigué, il a renoncé à ses droits sociaux et il va demander asile chez Uber Eats. Au début de la saison 1, vous avez Georges, elle, c'est une femme, comme Georges Sand. Elle a un trop perçu de cotisation vieillesse déplafonnée. L'URSSAF doit les lui rembourser. Mais à l'épisode 23 de la saison 2, donc 1 an et des dizaines d'appels et de courriers plus tard, elle est sur le point de renoncer quand, miracle, sur l'intervention d'une organisation professionnelle, son dossier est réglé en moins de 2 jours. Et puis, il y a la maman, parce que les auteurs sont parfois des mamans et des papas, qui, à l'épisode 8 de la saison 1, n'arrive pas à obtenir son congé parental parce qu'on lui demande des bulletins de salaire. Donc évidemment, bien sûr, il y a des améliorations qui semblent se profiler. Il n'en demeure pas moins que les auteurs accumulent insécurité sociale et insécurité professionnelle exacerbées par la crise, avec cette impression assez nette de ne pas être entendus, de parfois parler dans le vide, voire de ne pas exister. Pourtant, nous avons un triple statut. Un auteur, c'est 3 personnes à la fois. C'est une personne sociale qui est assimilée à un salarié, et donc l'auteur en est ravi. C'est la loi de 75 qui est traduite dans le Code de la sécurité sociale à l'article L382.1. J'ai bien appris ma leçon. Où on parle de 5 branches professionnelles, lesquelles se retrouvent dans un décret tout neuf sur les revenus accessoires, qui date du 28 août dernier. On est aussi une personne fiscale qui avons le choix entre le régime des traitements et salaires et le régime des BNC. Donc là encore, on est ravis, on a le choix.
Par exemple, Alexandre Dumas, qui est écrivain, il déclare en traitement et salaire. Outre son activité d'écrivain, il fait des rencontres en milieu scolaire. Des fois, on lui demande des factures. Des fois, on lui dit « il te faut un numéro de SIRET ». Mais Alexandre répond bah, « excusez-moi, moi je suis écrivain, je vous fais volontiers une note de droit d'auteur, mais une facture, ce n'est pas dans mes cordes. En plus, je suis en traitement et salaire ». Seulement, les branches professionnelles de la personne sociale d'Alexandre, elles ne collent pas avec les textes fiscaux qui ne collent pas entre eux. Des fois, les textes, ils parlent d'écrivains et de compositeurs. Des fois, ils parlent d'auteurs d'œuvres de l'esprit. Bref, ils utilisent des termes différents, des périmètres différents, ce qui pose des problèmes d'interprétation. De sorte que Alexandre, ses diffuseurs et le législateur lui-même, parfois, ils n'y comprennent plus rien. Donc, est-ce que le droit ne doit pas s'adapter aux pratiques? Il y a un gros besoin d'harmonisation. Donc, choc de simplification pour les auteurs aussi, s'il vous plaît. Choc de sécurisation. Qu'honorer Georges, Alexandre et à faire dans les services publics à des interlocuteurs compétents, formés et joignables. Donc, notre statut, ce sont ces règles sociales, ces règles fiscales, mais c'est aussi des règles juridiques. Nous cédons nos droits patrimoniaux à des partenaires contractuels. Heureusement, nous ne leur vendons pas notre âme parce que notre âme, c'est notre droit moral et il est incessible. Dans un monde idéal, nous devrions être en position de négocier nos conditions de cession, comme dans n'importe quel cadre contractuel, tout en conservant notre liberté de création. Nous tenons énormément à notre liberté de création et à l'indépendance, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas subordonnés à des auteurs, nous sommes partie à un contrat, et nous sommes la partie sans laquelle il n'y a pas de livre. Nous sommes la partie à laquelle le code de la propriété intellectuelle ne se réfère peut-être pas suffisamment. Ainsi, quand le législateur écrit à l'article L131.4 du CPI « La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle », si le législateur avait eu recours au service de Françoise Sagan, par exemple, peut-être qu'elle lui aurait suggéré une autre formulation, du genre « L'auteur cède ses droits sur son œuvre de manière totale ou partielle ». Parce que dans cette phrase juridique, le sujet, est-ce que c'est l'auteur ou est-ce que c'est la cession? Les représentants de l'État nous assurent à longueur de temps que l'auteur est au centre. D'ailleurs, le premier mot du CPI, c'est bien l'auteur. L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Donc, le CPI, c'est la propriété intellectuelle, mais c'est aussi l'auteur, et en particulier sa rémunération. Le CPI nous en parle d'ailleurs, il parle de minimum garanti. À ce sujet, en janvier 2020, on vous avait rencontré pour vous présenter des propositions d'amendement à l'occasion de la transposition de la directive européenne. Elle portait sur la transparence des comptes, les conditions d'exploitation de nos œuvres et les conditions de résiliation de nos contrats. Mais aussi, on aurait souhaité qu'à l'instar du secteur de la musique, nous ayons dans le secteur du livre des sortes de primes d'inédits. C'est-à-dire que nos avances sur droit ne soient plus seulement des avances, mais des minimums garantis qui ne soient ni remboursables ni amortissables. Donc, on vous avait proposé ce principe-là, qui aurait été fixé dans le Code de la propriété intellectuelle et dont les modalités auraient été définies en négociation collective. Ces négociations, elles s'ouvrent très bientôt. Je peux vous dire que les CPE les aura plus attendues encore que la réouverture des terrasses. Elles font partie d'un plan auteur qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps et qui apporte des réponses très intéressantes au rapport Racine et assez riches pour remplir nos agendas sur plusieurs semaines. Réunions de travail et de concertation. On espère qu'il en sortira quelque chose. Mais si la nation considère que les œuvres ont une valeur liée aussi à leur utilité sociale, est-ce qu'il ne faudrait pas se montrer plus ambitieux dans le soutien à la création et aux créateurs? Par exemple, le budget qui est alloué aux aides à l'écriture via le Centre national du livre, est-ce qu'il est suffisant? Beaucoup d'auteurs sont encore écartés de ces aides après des passages en commission dont les critères d'appréciation peuvent paraître subjectifs, par exemple. Écrire est un métier qui demande du temps et de l'argent. La nation nous déclare très souvent son amour, mais nous préférerions des preuves.
Je vous remercie, je m'arrête là. Merci beaucoup, Bessora. Je passe maintenant la parole à Anne Martel, présidente du syndicat de la librairie française. À vous.